Nous allons commencer cette séance exceptionnelle parce que pour une fois nous ne commençons pas à l'heure, alors que dans les séances de formation habituelles, nous commençons à l'heure. Donc je vous souhaite quand même la bienvenue chaleureusement dans cette salle Paul Delouvrier qui a accueilli toutes nos séances de formation, presque toutes, depuis le début de l'année scolaire. Je vous accueille cette fois-ci pour une séance plutôt exceptionnelle, non seulement par l'affluence, mais aussi en raison de l'invité que nous accueillons aujourd'hui et de la forme que va prendre cette séance. Séance qui sera en fait un récit de voyage, de Jean-Luc dans le cadre de l'association que nous animons pour la République sociale. Jean-Luc qui va nous faire part de son expérience d'observateur avisé dans les pays du Venezuela et de la Bolivie. Voyage dont il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a recueilli, senti, peut-être compris, et surtout qui va ouvrir pour nous l'occasion de réfléchir collectivement à ce que peut apporter l'expérience de ces pays en pleine révolution. Voilà, donc je vais ici ouvrir la séance et vraiment avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme accueillir Jean-Luc au cours de ce récit de formation de Béaz. Merci. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Je ne perds pas de vue que nous sommes dans une réunion de formation de l'Association pour la République sociale. Par tradition militante, et depuis très longtemps, chaque fois que l'un des responsables politiques de notre équipe fait un déplacement politique, nous avions l'habitude d'en rendre compte. Parce qu'il y a d'abord un certain bonheur à l'échange, on a le sentiment d'avoir accumulé une expérience qu'on a envie de partager, et ensuite parce que ça semble toujours être un bon moyen de répandre l'information et l'éducation. Et là, nous avons décidé d'ouvrir cette réunion à des amis qui n'ont strictement rien à voir avec PRS pour l'instant, mais pour certains, je pense que ça va être durable. Mais c'est un plaisir de les avoir parmi nous. Je pense en particulier aux amis du Cercle Bolivarien de Paris, mais d'autres sans doute ici dans cette salle, et c'est un plaisir de les accueillir. Plusieurs personnalités également se sont joints à nous ce soir, et en particulier le premier secrétaire de l'ambassade du Venezuela à Paris. Alors, il faut d'abord que je situe, je suis parti faire cette tournée politique parce que nous l'avons décidé. Je sais que ça peut surprendre aujourd'hui, mais c'est comme ça. Il existe des organisations politiques dans lesquelles on prend des décisions politiques de cette nature, c'est-à-dire on se dit il se passe quelque chose qui n'est pas forcément une élection parvenue à son stade final, comme ça a été le cas au Chili, et on va voir pour apprendre et pas seulement pour se montrer. Cependant, je suis obligé de vous dire que je n'ai pas pu résister au plaisir de harceler les journalistes pour leur dire, vous savez, je sais que vous vous intéressez à l'Amérique latine. La preuve, vous avez accompagné une responsable de mon parti au Chili, où d'ailleurs vous avez fait des comptes rendus admirables au retour sur ses chaussures, ses tenues, et vous avez fait toutes sortes de commentaires qui ont permis aux Français de comprendre que la première femme politique élue présidente d'une république en Amérique latine, quoique ce soit la troisième, et que la première socialiste élue au Chili, quoique ce soit le troisième aussi, le deuxième depuis Ricardo Lagos. Bref, vous voyez qu'il y avait une dimension d'humour, et je dois vous dire que je n'ai pas du tout été déçu, puisque dans le meilleur des cas, j'ai eu droit ici ou là à comment dire, des gens un peu navrés, se rendant compte quand même du caractère grotesque de la pratique ordinaire de leur métier et de l'incongruité absolue qu'il y avait à s'intéresser à certains événements qui n'ont pas de signification politique et à dédaigner ceux qui en ont une. Alors, ce voyage, nous l'avons préparé à plusieurs, avec Raquel Garrido, qui est la responsable du travail international de la République sociale, naturellement mon assistant, et être mon assistant n'est pas une fonction purement administrative, comme vous l'imaginez. Donc je veux le mentionner parce que c'est beaucoup de travail de préparation. En amont, je me suis entouré d'un certain nombre de précautions pour ne pas partir totalement à l'aveuglette. Non seulement j'ai rencontré les responsables politiques de mon pays, ou les responsables
pas politique, disons pas non plus administratif, enfin, les responsables de mon pays directement impliqués par ce type de problématique, comme le conseiller diplomatique du président de la République et la direction du service Amérique latine du Quai d'Orsay. Parce que c'est toujours bon d'échanger, de savoir où on en est nous-mêmes, les Français, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on a à dire, parce que bon, si c'est intégralement nul, naturellement, je redeviens l'opposant que je n'ai jamais cessé d'être. Mais si c'est intéressant, et puis c'est la France quand même, donc elle a une partie particulière à jouer, elle est assez bien accueillie et assez bien reçue dans les pays de l'Amérique latine, peut-être parce qu'ils sont loin et comme ils ne nous voient pas de près, ils ne se rendent pas compte de l'ampleur du désastre, mais je pense que, par exemple, les prises de position de la France sur la guerre contre l'Irak, ou les prises de position de la France sur, y compris quelque chose qui est sujet à d'innombrables discussions, comme la taxation des billets d'avion, sont des positions qui sont plutôt bien reçues et plutôt bien écoutées. De plus, les grandes entreprises françaises ont des intérêts économiques dans les deux pays concernés, que ce soit le Venezuela ou la Bolivie, et nous, ça nous implique, comme citoyens français, de savoir qu'est-ce qu'elles font au juste, et si elles ont un comportement qui est digne de notre soutien, ou bien, au contraire, si notre devoir moral et de citoyen n'est pas de soutenir leurs adversaires. Donc je le dis pour que la mémoire s'en conserve. Nous ne sommes pas une entité coupée de tout, sans patrie, sans origine, qui pratiquerait un tourisme politique désincarné, de purs observateurs qui viendraient prendre des notes en observant les révolutions. Nous sommes des protagonistes d'une arène internationale dans laquelle nous avons tous des responsabilités, et nous, comme les autres, Français, et ensuite républicains, socialistes, comme je le suis. Alors, vu de loin, on voit quelque chose qui n'a pas encore assez impressionné les élites politiques françaises. Il se passe quelque chose en Amérique latine. On sait pourquoi on ne peut pas impressionner les élites politiques françaises et celles de l'Occident du vieux continent. C'est parce que, naturellement, dans la vulgate néolibérale, il ne peut rien se passer. La fin de l'histoire est atteinte d'une certaine manière. Donc il y a la mise en place du néolibéralisme et un certain nombre de rectifications plus ou moins importantes à la marge. Or pourtant, en Amérique latine, pays après pays, le néolibéralisme est mis en échec. Ça ne signifie pas que les politiques gouvernementales expriment toujours cette volonté populaire, mais partout la volonté populaire a pour expression la remise en cause des politiques néolibérales. Alors peut-être que nous, les Français, et singulièrement ceux qui sont attachés au Parti socialiste, nous avons été focalisés par le Brésil, d'abord parce que nous avions une bataille interne, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais nous avons dû convaincre nos propres dirigeants qu'au Brésil, ce n'est pas Cardoso, l'ancien président de centre-gauche du Brésil, qu'il fallait soutenir, mais les camarades du Parti des travailleurs et Lula. Et nous avons eu beaucoup de mal à obtenir cette compréhension juste du processus en cours au Brésil. Bon, aujourd'hui, les choses sont considérablement améliorées, parce que si Lula faisait figure de gauchiste aux yeux des dirigeants socialistes, depuis, il fait figure d'homme tout à fait civilisé, si on le compare à cette brute primaire qu'est Hugo Chavez, pour ne rien dire de M. Morales, qui est un personnage encore plus étrange vu depuis la Tour Eiffel. Et la rue de Solferino, et naturellement les autres officines en France. En attendant, peut-être nous avons été trop polarisés, nous avons trop regardé de ce côté-là, parce qu'on se reconnaissait, parce qu'on se reconnaissait sans doute d'une manière très européocentrée, en projetant sur le Parti des travailleurs des préoccupations qui ne sont pas les siennes, des doctrines qui ne sont pas les siennes, avec, comment dire, une certaine indulgence pour des choses que nous ne comprenions pas, que j'ai entendu de mes propres oreilles être pointées comme des bizarreries, qui est la politique de l'option préférentielle pour les pauvres, pratiquée par le gouvernement de Lula, dont aucun dirigeant socialiste n'avait aperçu la racine philosophique, et plus exactement l'ancrage dans la théologie de la libération, et l'influence de la théologie de la libération sur la formation idéologique de la gauche au Brésil. Donc il y avait une tendance à appliquer des schémas marxistes à l'ancienne, sans tenir compte du fait que ce n'est pas ce que disait le Parti des travailleurs. Mais je laisse cette question de côté, elle ne me sert qu'à expliquer pourquoi elle a peut-être bouché le paysage au point que nous n'avons pas vu ce qui se passait au Venezuela, et en quoi ce qui se passait au Venezuela était annonciateur d'un durcissement de la vague que nous sentions monter sur l'Amérique latine, d'un renforcement de son contenu politique spécifique. Alors, évidemment, vous connaissez, on est entre nous, donc j'espère que chacun fera la part de l'humour dans mes propos, hein. On n'est pas trop systématiquement me prendre au premier degré. La vulgate Chavez vue depuis les bancs des belles personnes
dans la gauche française, poli, et qui sent bon, est une brute. C'est un militaire suspect qui a fait, comme on m'a dit une fois, tout de même, il a quand même fait un coup d'État contre un gouvernement social-démocrate. Alors le fait est que Hugo Chavez a participé à un coup d'État contre un gouvernement que l'on qualifie de social-démocrate, qui avait cette particularité de s'être fait élire sur un programme de gauche, d'avoir appliqué un programme à côté de quoi celui de Tony Blair était du communisme échevelé, et devant une insurrection populaire de masse, d'avoir réglé le problème de la manière suivante en faisant tirer sur la foule. Voilà le gouvernement contre lequel l'équipe Chavez a organisé un acte de résistance patriotique qui a pris une forme que lui-même a condamnée ensuite, comme n'étant pas la forme appropriée, qui est la forme du coup d'État, mais qui était une des expressions de la recherche d'une issue à un encerclement politique absolu qui n'est pas sans rappeler d'autres formes d'encerclement politique que nous avons pu connaître ailleurs. Que ensuite le mouvement que je vais appeler chaviste a rompu d'une autre façon en choisissant, en optant fondamentalement pour la voie démocratique. Et ce point est très important parce que c'est celui qui réduit à néant tous les arguments que nous avons pu entendre contre ce qui se fait au Venezuela et la révolution démocratique ici pratique. Bref, ayant vu qu'il y avait une vague, ayant constaté que nous n'avions pas été capables de percevoir à temps de quelle façon elle se déployait sur le continent, nous avons décidé de ce voyage comme d'une première étape avec d'autres camarades, et c'est la première des choses que je veux dire à cette formation, avant que d'autres camarades, s'ils le souhaitent, prennent cette direction, aillent voir au Venezuela, aillent voir en Bolivie, à la fois parce que ce sont des pays admirables à visiter, mais également parce qu'il y a un processus politique vivant, que sur place, partout, il y a des francophones qui vous simplifient la tâche de compréhension politique et qu'il n'y a pas meilleure manière de se redonner du courage et de faire son éducation politique que de faire ce que j'ai moi-même fait, c'est-à-dire d'aller mettre les doigts dans la prise pour recevoir la salutaire décharge qui nous manque tant depuis celle que nous avons reçue le 29 mai dernier, qui était une expérience politique comparable à celle que j'ai vue se dérouler. Alors, vu de l'extérieur, il y a donc des caractéristiques communes qui font partie du fond de sauce que l'on entend. Premièrement, ce sont des surprises. Ainsi, la classe politique française, les dirigeants des principales formations vont d'une surprise à l'autre. Alors, ils découvrent Chavez plus de 3 ans après qu'il soit installé au pouvoir, et puis ils découvrent Evo Morales, et ce sont à chaque fois des surprises. Ça n'atteste que d'une chose, c'est la méconnaissance des processus extrêmement profonds qui ont conduit à ces débouchés politiques. Des processus extrêmement profonds, extrêmement radicaux, dont j'ai perçu quelques caractéristiques communes, dont il me semble qu'elles ne sont pas sans rapport avec ce que nous-mêmes nous vivons. Mais d'abord, c'est la surprise. Contre la surprise qui permet ensuite les interprétations folkloriques les plus faciles à répandre, moi j'invite à la formation et à la documentation. Pourquoi? Depuis la chute du mur de Berlin, c'est la première vague de gauche avec une implication populaire dans le monde. Nous avons eu dans la vieille Europe des vagues social-démocrates. Aucune n'a comporté cette dimension d'implication populaire. Partout, le retrait des vagues social-démocrates s'est traduit en Europe par des processus qui n'ont jamais pu aboutir, jamais pu achever à gauche. Mais en tout cas qui ont partout produit une montée de la capacité de l'extrême droite à prendre en charge la révolte de certains secteurs populaires. En Amérique latine, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que, première caractéristique, dans tous ces pays, tous les pays dont nous allons parler, nous avons la fin du cycle social-démocrate, qui s'achève partout de la même manière, sauf au Chili, bien sûr. C'est un cas particulier. Mais dans les deux cas que j'évoque, s'achève dans la violence, la corruption et une volonté acharnée d'appliquer la même politique que les autres. Et la réponse à l'impasse que cette situation crée, c'est une radicalisation du processus. Une radicalisation sur la gauche. Ce n'est pas ce que nous avons vu en Europe, et ce n'est pas ce que nous avons vu en particulier en France. Là, j'ai dit première caractéristique, la surprise. Deuxième caractéristique, l'intervention politique, populaire. Troisième caractéristique, le déclenchement des passions à propos de ce qui se passe en Bolivie et au Venezuela. J'ai commencé à l'évoquer rapidement.
mais il faut y réfléchir comme à un fait politique. On ne peut pas comprendre, par exemple, pour parler d'une bataille qui nous est proche, la bataille que nous avons menée pour le non au référendum, son déroulement, ses épisodes, ses rebondissements, si on sépare cette bataille de la haine médiatique et de la haine de classe qui nous a pourchassés pendant les 5 mois qu'ont duré la campagne. Les deux processus ne peuvent pas être disjoints. Le phénomène de mobilisation populaire contre toutes les élites et le déchaînement du mépris pour ceux qui sont les acteurs de leur propre histoire, c'est un seul et même processus. L'un n'est pas une espèce de condition rapportée, rajoutée au processus lui-même. C'est la même chose. Les deux s'entretiennent. La haine de classe, la haine médiatique, le mépris du peuple s'alimentent parmi les belles personnes à mesure que le peuple s'engage plus avant dans sa propre histoire, et celui-ci s'avance d'autant plus dans son histoire qu'il se sent méprisé, rejeté, haï, insulté par les superstructures médiatico-politiques. Et donc là, vous avez caractéristiquement des flots de haine de classe. Alors, toujours sous l'appellation populiste. Et ça conduit des gens qui n'y connaissent strictement rien à répercuter des injures qui leur paraissent convenables, parce que participant de leur propre rejet pour certaines formes politiques. Je m'explique. Par exemple, il est de bon ton de dire que Chavez est populiste, parce qu'il passe à la télé pendant 20 heures. Et on me dit, est-ce que vous supporteriez 20 heures de Chavez? Je dis, moi je ne crois pas, mais ce que je sais, c'est que je ne supporte pas 20 heures de violence à la télévision, et ça n'a pas l'air de me chagriner. C'est un ancien militaire. Tout le monde mettra de côté, donc ancien militaire, on s'imagine un type qui est en train de crapahuter dans la bouillasse, et qui a à peu près pour seul horizon le temps de refroidissement du canon. C'est un gars qui a fait des études supérieures et qui est sorti majeur de sa promotion. C'est un homme qui n'est jamais caractérisé politiquement. Or, il vient clairement et distinctement d'une famille de gauche dont l'un des frères est engagé dans la lutte, on peut discuter le principe, mais dans une lutte guerriériste. Donc vous avez un processus de simplification qui est destiné à donner à voir du rejet. Voilà. Le sommet, nous l'avons vécu, nous, en France, comme vous le savez, avec une page entière du journal Libération sur le thème « Chavez antisémite », sans le début du commencement d'une preuve. Et vous vous souvenez que, bon, moi je m'étais mêlé à cette bataille avec mon blog, qui est quand même un instrument extrêmement intéressant, puisque maintenant, David dispose d'un lance-pierre, hein, face au Goliath médiatique. Et donc, de jour en jour, nous avons fait reculer les calomniateurs qui avaient fait ces papiers, et nous avons fini, par notre résistance intellectuelle, à commencer à agglomérer des gens qui ont dit, mais d'un point de vue professionnel, c'est pas admissible. C'est pas admissible de traiter d'antisémite quelqu'un, alors que l'on sait que l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un crime. J'ajoute que cette accusation s'est maintenue, si vous vous en souvenez bien, quoi qu'ait pu dire qui que ce soit, inclut les dirigeants de la communauté juive vénézuélienne. J'ajoute, pour que vous le sachiez, s'il y avait parmi vous le moindre doute, et je vous invite à réfléchir à la méthode politique, je suis allé voir le président de la Fédération des associations juives du Venezuela, qui a accepté de me rencontrer, qui est un homme extrêmement aimable et agréable, qui a les préoccupations ordinaires des présidents de communautés sur la terre entière, et à qui j'ai été dire pourquoi j'avais réagi comme ça, qui m'a donné acte du fait que, pour lui, Chavez n'est pas antisémite, il a d'autres reproches à lui faire, hein, mais que Chavez, ce qui est bien son droit, il est citoyen vénézuélien, il pense ce qu'il veut, mais Chavez n'est pas antisémite, qu'ils ont été reçus avec le conseil, les représentants du conseil représentatif des institutions juives du Venezuela, ils ont été reçus par Hugo Chavez et le vice-président, qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été discutées entre eux, et que par exemple, vous devez savoir que Chavez, soupçonné par je ne sais qui dans un bureau à Libération, est un homme qui se rend au monument de la Shoah, au mémorial de la Shoah au Venezuela dans son pays, ce qui pour un antisémite est une activité tout de même assez particulière. Mais en attendant, il faut retenir ces deux mots, populiste, antisémite, car vous allez le retrouver dans tous les pays où il y a une révolution. Les secteurs qui explosent le plus les classes dominantes au Pérou, moi je ne le connais pas assez, hein, le candidat, mais il se trouve que dans l'avion, je quittais Caracas et j'allais, il fallait passer par Lima pour aller à La Paz, et donc j'achète les journaux, comme je lis l'espagnol,
je découvre une interview que j'ai trouvée absolument admirable dans la plus belle tradition de la presse française. Mais c'est une interview en espagnol, ce qui prouve que là aussi il y a quand même des canons qui sont communs. Et toute la page est occupée à lui poser des questions insanes, du genre: est-il vrai que vous n'êtes pas de l'avis de votre père? Est-ce que vous trouvez ça respectueux à propos de l'élection présidentielle? Et blabli et blabla. On vous accuse d'être un délinquant de droit commun, c'est-à-dire voilà un homme qui est candidat à la présidentielle et qui passe les 2 tiers de la page à se justifier d'accusations invraisemblables portées par des personnes d'ailleurs assez confuses, et l'accusation d'antisémitisme en cours de route. La même chose aura fonctionné plus délicatement pour Evo Morales, mais c'est à peu près du même niveau. Donc on voit qu'on a un canon qui est mis en place chaque fois qu'émergent des leaders populaires, une instrumentalisation d'accusations extrêmement graves et une détestation généralisée. Donc le phénomène de passion, si j'y ai passé un petit peu de temps, c'est pour mettre en garde et demander que ce qu'on voit si gros chez les autres, on s'en souvienne aussi pour nous. Cette méthode sera systématiquement appliquée, comme elle l'a été pendant le référendum, à tous ceux qui essayent de briser le cercle. Alors, naturellement, nous n'allons pas chercher en Amérique latine un modèle. Nous allons chercher une inspiration. Ce n'est pas pareil. Quels sont les traits communs? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays, me semble-t-il, qui avaient valeur commune, qui s'est répété? Premièrement, une mise en application des politiques néolibérales radicales. C'est-à-dire, on a été au bout de tout. Dans des pays où la structure étatique était déjà, comment dire, soit très légère, insuffisante, ou déjà très lourdement impliquée dans la seule fonction de conservation des intérêts des classes dominantes. C'est-à-dire rien à voir avec, même s'il est hautement imparfait, l'État impartial que nous connaissons, ou que nous voulons, ou qui nous permet d'adresser des reproches. Dans les 2 pays, l'État, et en particulier l'État social, a été éradiqué par les politiques sociales libérales. C'est sans doute en Bolivie que c'est l'endroit où les fous de tout le continent viennent expérimenter leur politique de fous. Et donc c'est là qu'on a appliqué certainement avec la plus grande férocité le libéralisme. Puisque même au Chili du général Pinochet, on n'a jamais privatisé les mines de cuivre. Bon, en Bolivie, on a tout privatisé, absolument tout. Ne laissant l'État que dans une fonction absolument résiduelle, telle que, je le dis ici avec les précautions qui s'imposent, parce que je ne l'ai pas mis dans mon blog, que le premier des ministres boliviens a été conduit à me dire: derrière chaque fonctionnaire qui reste, il y a un délinquant. Qui pose dans les 2 pays, je vais y venir, le problème de la construction d'un État. Parce que d'État, il n'y a pas. On ne peut pas appeler État ce qu'on a sous les yeux. Donc, cette éradication des dernières apparences de l'État social et de l'État conduit à un durcissement, à une explosion de l'exposition de la pauvreté. La pauvreté aussi, je dois dire un mot particulier. Mais elle, de conditions subsidiaires, d'état inachevé de la société, de quelque chose qu'on va régler un jour, ça disparaît, ça devient la condition, le statut d'une partie de la population avec aucune perspective, d'aucune sorte, d'en sortir jamais. Jamais. Donc, la disparition de l'État exclut l'idée qu'une transformation puisse se produire dans la vie quotidienne des gens, autrement que par les voies du libre marché et de la consommation, qui naturellement est hors de portée pour les pauvres. Donc, suppression des référents communs, de même l'idée, l'illusion, l'apparence d'un destin commun, et substitution de normes dans lesquelles il n'y a aucune place pour les gens réels, les gens concrets. Troisième élément, c'est le plus fort à mes yeux, c'est dans tous ces pays, une alternance politique à répétition, guignolesque à la fin en Bolivie, pour appliquer exactement et tout le temps la même politique. J'ai donné l'exemple du dernier gouvernement de AD, parti de l'Internationale socialiste, qui a fait le contraire de ce qu'il avait annoncé qu'il ferait, mais avec des radicalités totales, et finit par faire tirer sur les gens. Et chaque fois avec des phénomènes contre nature, mais poussés à leur caricature. Je viens de donner l'exemple de AD, donc le parti membre de l'Internationale socialiste au Venezuela. En Bolivie, je pourrais évoquer d'autres exemples, comme par exemple la participation du MIR,
mouvement de la gauche révolutionnaire, qu'un certain nombre d'entre nous sommes assez âgés pour avoir connu dans la phase où il était réellement de gauche et révolutionnaire, le MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire, participant au gouvernement de l'ancien dictateur qui se présente aux élections et qui gagne, Hugo Banzer. C'est-à-dire qu'en quelques instants, vous avez le paysage politique n'a plus aucun sens, n'a plus aucune signification, sinon l'occupation du pouvoir par des gens qui se battent pour l'occuper et qui ne prétendent pas d'ailleurs faire grand-chose d'autre que ça. Ce sont des exemples caricaturaux pour les connaisseurs, qui, vus de l'intérieur, ont leur logique. D'accord ? De l'intérieur, on a vu les choses se mettre en place, etc. Mais vu de l'extérieur, on en voit l'aspect caricatural. Sommes-nous si certains, nous, d'échapper à ce type de caricature? C'est-à-dire des alternatives, des alternances social-démocrates dans laquelle on fait la même chose qu'avant, et où il y a la tentation des alliances contre nature et des attelages contre nature. Est-ce que nous nous sentons absolument mis à distance de ce genre de risque? Naturellement, j'ai l'impression que la réponse est contenue dans la question. Dans tous ces pays, le résultat est que l'alternance social-démocrate, je dis social-démocrate, moi je ne suis pas social-démocrate, je suis socialiste. Mais dans tous ces pays, ces gens se réclament de la social-démocratie. D'accord? Donc l'alternance social-démocrate telle qu'eux la conçoivent, c'est-à-dire un compromis social et un certain nombre de mesures qui sont annoncées pour améliorer le sort des gens qui vont le plus mal. Partout, c'est volatilisé. Il n'en reste plus trace. Ça n'existe plus. Partout, les systèmes politiques antérieurs ont été éradiqués, foudroyés, explosés, jetés en morceaux. Je peux donner l'exemple du Venezuela parce que je trouve que c'est là où c'est le plus inouï. Ça m'ennuie parce que ce n'est pas dans l'ordre de mon exposé, donc vous l'aurez tout à l'heure. Mais croyez-moi sur parole à cet instant. Les forces politiques traditionnelles sont explosées et doivent se recomposer. Le processus de contre-révolution dans lequel elles s'impliquent est le processus de leur propre recomposition. C'est singulièrement vrai au Venezuela, où le parti, entre comillas, social-démocrate, participe complètement de la contra, soutient le putsch, boycotte les élections et fait chier du matin au soir en dénonçant le populisme de ceux qui s'occupent des pauvres. En Bolivie, ça ne tardera pas à être pareil. Pour l'instant, évidemment, les gens sont... L'opposition est absolument suffoquée et n'est pas en état de reprendre le combat. Donc, le processus révolutionnaire, je vais en dire un mot sur son contenu. Le processus révolutionnaire, c'est un processus qui se passe dans la haine de classe, dans lequel l'ancien système politique explose, et dans lequel il explose à proportion du fait que l'État s'est dissous et évanoui dans le paysage. Autre caractéristique commune, à chaque fois que ce processus-là a lieu, il y a un leader non consensuel. C'est-à-dire que la révolution démocratique ne va pas chercher une belle personne de substitution. Vous voyez? Elle va chercher un personnage anguleux qui est en guerre avec tout le monde. C'est le cas de Chavez qui sort de prison. C'est le cas de Evo Morales, qui n'est pas du tout un brave indien de bazar. Hein. C'est le chef du syndicat des Cocaleros, c'est un personnage qui est en lutte ouverte avec tout le système. Il a fait sa jonction avec d'autres mouvements sociaux d'une radicalité totale. Il n'y a donc pas eu, dans la bataille, de recherche, de compromis, de signaux qu'on adresserait aux dominants pour leur dire « vous inquiétez pas, on va vous arranger ça ». Jamais. Et à chaque fois, il y a un processus de formation de front politique. Ce n'est pas un parti qui gagne. C'est un ensemble de forces politiques et de mouvements sociaux. Au Venezuela, il y a la jonction entre la gauche traditionnelle, hors social-démocratie, qui est incarnée aujourd'hui par le vice-président de la République bolivarienne du Venezuela, M. Rangel, qui a été candidat de la gauche à plusieurs reprises, bien sûr contre le social-démocrate, et qui a fait des scores que l'on qualifie de fort modestes, mais qui ne sont pas négligeables. C'est 5-6%. Mais avec d'autres formations, le Parti communiste, divers partis qui n'ont pas de correspondants dans le paysage politique français, mais qui peuvent s'apparenter à une large nébuleuse qui se regroupe, forme un front. Au Venezuela, en plus, un parti a été créé, celui du président,
Et c'est ce front qui remporte les élections, mène les campagnes et gagne les élections. En Bolivie, la situation est d'un niveau révolutionnaire, à certains égards, plus élevé, dans la mesure où les camarades qui n'ont peur de rien, et je trouve que j'en connais quelques-uns qui étaient les héros de ma jeunesse, donc quand j'entends la parole, j'entends la musique. Oui, pour ceux qui ont lu mon blog, le camarade Filémon Escobar, moi j'ai d'abord découvert Filémon Escobar, le fondateur du parti d'Evo Morales, en trotskiste, et c'est un homme qui m'inspire le respect le plus absolu, parce que j'ai du respect pour quelqu'un qui est membre pendant 35 ans d'une formation, qui passe la moitié de son temps dans la clandestinité, risque sa peau, et passe une partie de sa vie cachée au fond des mines pour échapper aux divers tyrans qui se sont abattus sur ce pays. Donc, Escobar a projeté sur, et avec les autres membres du MAS, les stratégies politiques qui viennent, quant aux matrices, du mouvement communiste révolutionnaire. En particulier, l'idée que la société elle-même devient acteur de son histoire, et là ils l'ont fait en faisant ce que dans le passé, les syndicats ouvriers avaient essayé de faire, c'est-à-dire de se porter candidat aux élections. Peut-être que vous avez vu ça dans les journaux, mais il n'y a rien d'évident à ce qu'un syndicat de paysans, enfin de cultivateurs de la coca, les cocaïros, présente des candidats aux élections. Il n'y a rien d'évident à ça. Il n'y a rien d'évident à ce que les communautés indiennes décident de présenter des candidats après avoir fait la sélection des candidats avec leur mode de vote particulier en communauté indigène, qui est le vote par fil, ou le vote par bulletin, ou le vote à main levée, donc des choses qui nous paraissent assez étranges, hein, vues de loin et même de près. Bon. Donc là, nous avons dans les deux cas une tentative pour faire que la société elle-même se fasse partie. La société elle-même s'érige en acteur de la transformation révolutionnaire de la société. Maintenant, il faut que j'aborde un autre point, celui de la pauvreté et de la lutte révolutionnaire. Avant les révolutions, alors il peut y avoir discussion pour savoir si c'est une révolution ou pas. J'ai rencontré des cyniques qui m'ont dit, j'ai rencontré à peu près tout le monde, hein, des gens de gauche, des gens de droite. Au Venezuela, j'ai rencontré le président de l'association des hydrocarbures du Venezuela. Vous imaginez que ce n'était pas quelqu'un qui m'expliquait que tout ça était très bien, hein, ainsi que le chargé des relations internationales de la principale banque, le Banco Mercantile, qui a capital vénézuélien, donc c'est des gens du coin avec leurs sous à eux. Hein. Bon, évidemment, quand les dominants sont débandés, ils prennent l'attitude du cynique. Bon, vous savez tout ça, on a vu d'autres. C'est la 5e fois qu'on change de tout au tout chez nous. À chaque fois, on appelle ça révolution. Regardez, c'est toujours pareil. Ça, c'est vous connaissez ce discours, parce qu'on le retrouve aussi chez nous. Hein. C'est un discours qui, après, va embrayer sur l'autre discours de la disqualification de l'adversaire de gauche, et qui fonctionne comme ça. Premier temps, ce que vous proposez ne peut pas marcher, vous le savez bien. D'ailleurs, ça n'a jamais marché. Ça ne marche dans aucun pays. On ne le fait nulle part ailleurs. Mais si vous l'appliquez, deuxième temps, ça créera des effets pervers pires que ce que vous combattez. Traduisez ça en CPE. Hein. Si vous retirez le CPE, alors vous accepterez que les jeunes soient dans la précarité. Donc, ça n'a pas marché, ça ne marche jamais. Si jamais vous le faisiez, ça produirait des effets pires que ceux contre quoi vous luttez. Et comme vous êtes une personne intelligente, je vous respecte, moi. Vous voyez, je suis un démocrate, je parle avec quelqu'un qui n'est pas de mon avis. Comme vous êtes une personne intelligente et que vous proposez des choses qui ne marchent pas, qui n'ont jamais marché, et qui de toute façon produiraient pire que ce que vous voulez faire, c'est donc que vous êtes un hypocrite. Ou pour mieux dire, un populiste. C'est-à-dire que vous racontez des choses pour faire plaisir au peuple, alors que vous savez que ça n'a jamais marché, que ça ne marchera pas, d'accord? Ce raisonnement qui fonctionne en boucle est celui qui va être servi, notamment face à la question de la pauvreté. La pauvreté, au départ, elle est vue et vécue comme la marge du système. Un résultat de l'inachèvement du développement. Comme le pays est sous-développé, alors il reste des pauvres. Mais l'essentiel du corps de bataille commence à entrer dans les normes de production, les rapports de production socialisés, modernes, etc. Ayez un peu de patience et pour finir, tout le monde viendra. C'est pas ça qui se passe.
Avec la politique néolibérale, on va au contraire tellement flexibiliser que c'est bien, il y aura encore plus de monde qui pourra participer. Et c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la formule que nous avons tous utilisée, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, est une formule qui ne suffit pas. Elle ne rend pas compte de la réalité. La vraie formule est, les riches sont de moins en moins nombreux et de plus en plus riches. Et les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que la pauvreté n'est pas l'à côté, la marge, le raté du système. C'est sa principale conséquence. La forme par laquelle se traduit la mise en place des politiques néolibérales, c'est la paupérisation croissante de la société. Par conséquent, il n'est pas possible de penser la pauvreté comme une catégorie à part par rapport au corps de bataille principal que seraient les classes sociales intégrées dans les rapports de production connus par nous. Les ouvriers d'industrie, les paysans ayant des échanges autres que intercommunautaires ou intracommunautaires. C'est ça qui est important. Les pauvres, au sens de secteurs de la population de plus en plus large, sont acteurs de l'histoire. Alors, c'est une idée qui, des fois, est mal admise, notamment par tous ceux qui participent de la culture marxiste, dans lesquels les classes sociales est l'événement de référence, au point d'ailleurs d'une métaphysique qui, à certains moments, devient grotesque. Un jeune qui n'a pas de travail est un travailleur en formation. Un autre est un retraité qui est un actif, un ancien actif. Et puis, alors, à la fin, qui est réellement inclus en tant que classe agissante? Très peu de monde. Avec des fois des contresens. Car dans de telles situations, il peut y avoir des renversements complets de situation. Ce n'est pas aux camarades chiliens que je vais rappeler le rôle particulier du syndicat de la mine dans le processus contre-révolutionnaire. Dans la contra vénézuélienne, le fer de lance qui les employés de la principale entreprise nationalisée d'hydrocarbures. Je le dis par pure provocation. Hein. Cela, c'était quand même bien la classe ouvrière organisée, et les autres, les pouilleux. Alors, la pauvreté, à nous de la réévaluer. Le processus de paupérisation, je pense que nous devons nous aussi le réévaluer dans les sociétés occidentales. Et nous demander si nous ne sommes pas nous aussi victimes d'une illusion, erreur d'optique. Est-ce que nous ne nous comportons pas comme si nous pensons que les pauvres, c'est une catégorie à la limite du système, certes qui a tendance un peu à se développer avec des gens, comme on dit, qui tombent, mais que ça ne concerne que ce secteur, que ça n'est pas le phénomène auquel sont en proie, non seulement des nombres considérables de personnes, mais incluant des travailleurs salariés. Et que quand on dit travailleurs pauvres, ce qui est frappant, c'est pauvre. Parce que ça va être un des moteurs d'action. Et là, c'est ce qui s'est passé. Non seulement les pauvres sont acteurs du processus avant la Révolution, pendant la Révolution, mais pendant qu'elle se déroule avec une caractéristique contradictoire. C'est que quand on donne du pouvoir, les gens s'en servent. Et ce n'est pas pour faire des compliments. Et comme me l'a expliqué le camarade Rangel, le vice-président du Venezuela, il m'a dit, nous savons très bien que maintenant, nous allons rencontrer des difficultés d'un type nouveau. C'est que ceux-là même à qui nous avons voulu que soit rendue la parole, ils la prennent aussi contre nous. Mais les mêmes qui font ça sont les mêmes les premiers à courir pour aller défendre le processus révolutionnaire comme ils l'ont montré. D'autant que, j'achève sur quelques considérations rapides sur les pauvres, on en a une vision, comment dire, j'allais dire, de l'imagerie judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'on se représente le pauvre comme la personne qui mendie, par exemple. Mais c'est pas que ça, un pauvre. Les pauvres, les quartiers pauvres, qu'est-ce que c'est au Venezuela? C'est 70% de la population. Qu'est-ce que c'est en Bolivie? C'est 80% de la population. Les gens ne mendient pas. Ils sont pauvres, c'est pas pareil. Ça veut dire que pour survivre, ils sont dans des économies de survivance. Mais il y a de l'activité informelle, il y a de l'auto-emploi familial, il y a des structures collectives de survie, et c'est cet ensemble-là qui fait ressurgir la communauté, les valeurs communautaires, mais au bon sens du terme, cette fois-ci, sont les valeurs de solidarité, les valeurs de collectivité. C'est sur ces valeurs-là que s'appuie le processus révolutionnaire. On peut leur dire, ça c'est bien,
là-bas c'est mal. Les valeurs qui sont développées là sont celles qui correspondent à la Révolution et on va les aider. Bon, si c'est trop abstrait, on verra après. Mais enfin, quand vous voyez une cantine populaire soutenue par l'épicerie sociale dans un quartier pauvre, vous comprenez de quoi il s'agit. C'est la prise en charge collective. Et qui est pris en charge là? Par les gens eux-mêmes. Par les pauvres, entre guillemets. Qui est pris en charge? Les enfants abandonnés, les personnes âgées qui ne peuvent plus se faire à manger, tous ceux qui sont dans la nécessité, dans le besoin. J'arrête sur les pauvres. En tout cas, la participation des pauvres en tant qu'acteurs de l'histoire et premier pilier de la Révolution est avérée dans les deux pays dont je viens de parler. Alors naturellement, quand l'État s'est dégringolé, quand le processus repart des communautés spontanées, des collectifs humains, évidemment, ça ramène la société à un point qui n'est pas forcément celui qu'on aimerait contempler, avec tous les problèmes du passé. Parce que naturellement, la communauté spontanée, elle n'est pas toujours très libertaire. Elle n'est pas toujours aussi respectueuse de la liberté individuelle que nous l'aimerions. Dans la communauté indigène, la place de l'individu, historiquement, n'est pas la même que celle que nous portons. Bon, et il y a un problème d'articulation entre les deux. Comment on articule un processus démocratique collectif pour toute la société avec des bases qui, elles, ne sont pas fondées sur les mêmes valeurs essentielles. J'en viens au point clé du programme révolutionnaire, parce que naturellement, ça m'a beaucoup impressionné. Je vais mentionner tout de suite, parce que c'est le plus simple, et c'est ce que tout le monde connaît. Dans les deux cas, il y a volonté de récupérer l'essentiel de la richesse nationale pour la partager. C'est-à-dire essentiellement la principale source de revenus pour les Vénézuéliens, le pétrole, et pour les Boliviens, la découverte du gaz. Là, à notre honte, imaginez ce que c'est. Quand les Boliviens ont su qu'ils étaient assis sur des réserves fabuleuses de gaz, et qu'ils ont appris que ça allait être privatisé, comme auparavant avaient été privatisées les mines, qui avaient été la richesse fondamentale de la Bolivie, telle que, comme l'a dit un poète, on peut faire de Bolivie à Madrid un pont en or, hein, et un pont à deux voies avec des eaux humains. Quand ils ont su ça, ils sont entrés dans un processus insurrectionnel pour empêcher la privatisation. Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Quand je parle d'un processus révolutionnaire, ça veut dire que les gens qui habitaient l'Alto, qui est au-dessus de La Paz, ont bloqué La Paz. Ils se bloquent eux-mêmes hein, quand ils bloquent La Paz. Sur l'altiplano, il n'y a rien. 4200 mètres, tout plat, une bique de temps à autre, une touffe d'herbe et c'est tout. Et on creusait des tranchées pour empêcher l'armée de passer, qui finalement est venue et a tiré dans le tas. Et a tué plus de 100 personnes. En Bolivie, il y a plus de 200 personnes qui sont mortes pour empêcher la privatisation du gaz. Donc, la récupération de la richesse nationale, la souveraineté nationale pour le partage, c'est une question avec laquelle il est plus possible de badiner. Je dis ça aux bons Français qui sont dans cette salle et qui peuvent trouver magique et vachement intéressant de se faire dépouiller de tout ce qu'ils ont accumulé par leur travail pour de fumeuses théories hein, qui n'ont jamais marché nulle part, soit dit par parenthèse, pour développer notre pays. Bon. Premier élément, retrouver le contrôle des richesses naturelles. Avec une attitude qui est une attitude extrêmement rationnelle. Je veux dire, les camarades boliviens n'ont pas dit on va tout confisquer et puis voilà. Non, parce que pour sortir le gaz, il faut creuser à 4 ou 5 km. Pour creuser à 4 ou 5 km, il faut savoir le faire. Il faut avoir les machines, il faut avoir le savoir-faire technique. Or, comme précédemment, on a éradiqué l'État, on a éradiqué les sociétés nationales, les gens ne les ont plus. Donc il faut tout recommencer à zéro. Ça, c'est pour la richesse. Et le deuxième point, qui dans ces deux pays a été présenté comme le premier, c'est la refondation de la nation sur une base collective. C'est très important, parce que moi je pense, plus j'y réfléchis, plus je pense que nous avons la même question devant nous. La refondation de la nation à travers un processus constituant. Dans les deux pays, la première chose que font les dirigeants, c'est convoquer une constituante. On peut se dire que, au bout d'une telle histoire mouvementée, de tant de secousses, de tant d'aberrations, la nation, au sens de la communauté légale, hein, nous ne sommes pas en train de faire du nationalisme ici, la communauté légale dans laquelle les gens sont censés être tous acteurs,
a besoin de redéfinir les valeurs qu'elle lui oppose de commande pour être bien sûr de quoi elle parle. Et qu'est-ce qui la fonde, et qu'est-ce qui la rassemble, et de quoi doivent être déduites les principales valeurs. Donc dans les deux pays, assemblées constituantes, avec tous les problèmes que ça soulève. Ça a soulevé notamment au Venezuela la difficulté de faire coexister la constituante et l'assemblée législative qui était là, ou en Bolivie, de faire convoquer la constituante par l'actuelle Assemblée nationale qui dépend de la constitution précédente, dans laquelle il faut une majorité des 3/4, si bien que la droite prend à la gorge, je vais venir maintenant à la droite, le gouvernement de M. Morales et invente tous les jours une condition nouvelle pour accepter la convocation de la constituante en se disant plus on la retarde, plus ça va aller mal et plus les gens vont en vouloir au pouvoir de M. Morales. Il ferait bien tous de se méfier. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est pas des gens qui étaient prêts à se laisser faire. D'accord? Et j'ai quand même rencontré 2-3 personnes qui avaient un peu plus de plomb dans la cervelle que les contrats ordinaires que j'ai vus, pour se dire qu'il valait peut-être mieux que ce machin-là marche. Parce que le coup d'après, ils ne savent pas ce que vont faire les gens d'El Alto quand ils vont descendre la prochaine fois. Et comme dans El Alto, ce qui est écrit partout, c'est « Ami Evo, le peuple est en train de regarder », moi, je serai à leur place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de saboter complètement ce que fait M. Evo Morales. Donc voilà les 2 points clés du programme révolutionnaire dans les 2 pays. Et c'est un programme qui, chaque fois, est mené au nom et par les méthodes de la démocratie. Il y a des élections et les décisions sont prises démocratiquement. Elles portent sur la maîtrise des outils essentiels du développement, deuxièmement, la refondation de la nation. Je vais vers la fin, ne vous inquiétez pas. Maintenant, les traits saillants de la dynamique révolutionnaire. Moi, je m'y intéresse, pourquoi? Parce que j'ai toujours dit qu'en politique, il y avait 2 manières de gérer les sociétés. À froid, quand tout va bien. Partagé, plus ou moins, vous arbitrez. Les sociodémocrates font ça très bien pour la gauche. Et puis à chaud. C'est-à-dire quand l'action est une des conditions du programme lui-même. C'est typiquement ce que nous avons sous les yeux dans les 2 pays. Donc, chacune des difficultés est transformée par les leaders révolutionnaires en un point d'appui pour approfondir le processus révolutionnaire. En quoi consiste le processus révolutionnaire? Dans l'implication populaire. Voilà. Qu'est-ce qui est révolutionnaire? C'est moins les mesures, certaines le sont, mais pour nous, on dirait, bon, nous, on a quand même nationalisé le tiers de l'industrie française et toutes les banques. On n'a pourtant pas fait la révolution socialiste. Alors, quand on vous explique qu'on fait des coopératives et des marchés sociaux, vous pouvez dire, ben, ouais, on comprend. Mais ça ne fait pas un changement de la propriété. Par contre, l'implication populaire, ça, c'est révolutionnaire. Surtout quand c'est les pauvres. C'est-à-dire ceux qui n'ont aucun droit démocratique ni sociaux, qui s'impliquent. Donc, les stratégies de conduite de l'État sont des stratégies qui sans cesse relancent l'activité populaire. Il faut y réfléchir par rapport à ce qu'on a fait nous, ou ce qu'on n'a pas fait. Le changement sans implication populaire, bon, on voit au bout d'un moment, hein, on sait comment ça finit, parce que, comme disait Saint-Just, la révolution est glacée. Première de ces difficultés, le déferlement de la haine de classe. Non mais maintenant je suis content parce qu'en France on peut parler de ça. Les gens savent de quoi on parle depuis le référendum. Ce que vous avez subi quand vous vous réveillez, vous vous couchez avec la propagande sur toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux, ou à peu près, eh bien c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Contre quoi fasse le pouvoir, mais pas seulement de la critique, ça c'est normal dans une démocratie, mais la désinformation, le mensonge, l'implication des médias dans la contra. Quand il y a un coup d'État, tous les médias soutiennent le coup d'État. Les médias qui ont mené la lutte au nom de la démocratie, évidemment, soutiennent le coup d'État, pour ce qui concerne le Venezuela. Et évidemment, tout ça sur fond de connotation, le populisme et le racisme. Mais le racisme, bon, en Bolivie, on comprend de quoi il s'agit, clairement. En ce moment, c'est un peu difficile de montrer la ligne d'organisation de la Contra, mais on l'a vu pendant la campagne, c'était ce sale indien. Qu'est-ce que cet indien de merde vient faire ici? Là, je vous cite les propos d'une belle personne de Santa Cruz, une ville qui est un petit peu le bastion de la droite réactionnaire et fascisante, puisqu'il y a des partis fascistes qui sont présents là. C'est ce sale indien de merde, pour parler du président de la République. Bon, pour Chavez, je vous passe parce que je ne suis pas toujours très sympathique non plus, mais à chaque fois, la haine de classe prend une connotation raciste, qui s'appuie sur les apparences de leurs adversaires. Les pauvres, ils sont les pouilleux, les gueux, ils sont sales,
on ne sait pas ce qu'ils veulent, ils se bourrent la gueule, vous n'entendez que ça. Hein. Affronter la haine de classe, ça nécessite une contre-culture. Vous ne pouvez pas affronter la haine de classe si vous avez honte de vous-même. Si vous attendez les félicitations de la presse des belles personnes. Si vous attendez les jolies photos dans la presse People. Si vous attendez les compliments des puissants. Détester les compliments des puissants, détester leur presse, se vacciner contre eux, fait partie de la lutte à mener. Sinon, vous craquez. Vous craquez parce que c'est trop. Et c'est surtout sans fin. Pourquoi? Là, bon, je crois que j'ai dit ce qu'il y a. Le bon exemple, c'est le Venezuela. Parce que là, on voit comment tous les coups sont perdus. Ils perdent les élections parce que Chavez a gagné. Ils organisent un coup d'État. Le président de la République a été arrêté, emmené ailleurs, mis en caleçon. Je vous raconte ça pour que vous compreniez que c'est une lutte vivante. C'est pas dans le journal de Mickey. C'est pas les petites choses gentillettes, là, où on se bat pour être à la page 3 de Libération en photo de face de profil. C'est une question de vie ou de mort. Les camarades qui étaient dans le palais présidentiel se demandaient s'ils allaient mourir ou pas. Et c'était à ça qu'ils étaient prêts, à mourir. Chavez a demandé, il est croyant. Il demande un confesseur. C'est un militaire. Il demande l'aumônier des armées. C'est son affaire. On lui envoie le président de la conférence épiscopale parce qu'il porte le même nom. C'est-à-dire qu'on demande à un type en caleçon, qui est président de la République, élu par son peuple, de se confesser à l'un des chefs de ses ennemis. Dans quelque chose qui est très intime, la foi. Vous comprenez ce que c'est? La mortification que c'est? La haine que ça porte? Tous les coups sont permis. Tout ce qui va dégrader, humilier, abaisser. Et les mêmes gens, maintenant, viennent nous faire des grands discours sur la démocratie. Moi, on m'a expliqué toutes les raisons que j'avais de penser qu'il y avait un risque de dérive populiste, parce qu'on voit tout le temps à la télévision. Le principal argument que j'ai entendu. Et on m'a dit, vous ne trouvez pas? Alors j'ai dit, sans doute, moi je sais pas, je ne suis pas vénézuélien, donc je ne suis pas là, je ne me rends pas compte, je ne regarde pas la télé, d'ailleurs je ne la regarde pas chez moi, tellement me dégoûte. Mais je dis, moi il y a une chose quand même qui me frappe, il y a un problème démocratique au Venezuela. Un problème grave. C'est que voilà un pays dans lequel il y a une tentative de putsch et il n'y a pas un seul putschiste en prison. Parce que dans mon pays, il y a un putsch. Et les putschistes sont restés 25 ans en prison. Et là, il n'y a pas un mec en prison. C'est un problème, non? Vous ne trouvez pas? Alors évidemment, les autres, ils tordent le museau quand on leur dit une chose pareille. Parce qu'on aimerait qu'on nous explique quel genre de dictature c'est, un pays dans lequel on fait un push contre le dictateur et il n'y a pas une personne qui va en prison. Tous les coups sont permis. Naturellement, les médias soutiennent, comme je vous l'ai dit. Eux, alors là, ils font un coup d'État. Ils ratent. Les Américains soutiennent. Les médias annoncent les événements avant qu'ils aient lieu. On monte une provocation internationale. On fait croire que la garde présidentielle chaviste a tiré sur la foule. Depuis, on sait que c'est pas vrai. Moi, je l'ai vu ça à la télévision et je me rappelle d'une discussion en famille sur est-ce qu'on avait le droit de tirer sur des gens qui sont de la Contra ou pas. C'est vous dire le genre de discussion qu'on a dans ma famille. Mais le problème ne se posait pas, vu que de toute façon, et c'est pas les chavistes qui ont tiré sur la Contra, c'est toute autre chose qui s'est passé. Donc toutes ces provocations ont été portées par les médias. Il n'y a donc rien à attendre des médias des puissants. Ensuite, les mêmes qui ont raté le putsch utilisent la constitution nouvelle bolivarienne pour demander une possibilité qui se trouve dans cette constitution, faire un référendum de renversement du président de la République. Ça existe. Donc les mêmes qui ont critiqué la constitution, qui l'ont dénoncée comme totalitaire, utilisent ça dans des conditions provocantes pour mettre le pouvoir en difficulté. Ils posent la question hors délai, pas dans les... Bref, le référendum a quand même lieu. Comment les camarades résistent-ils? En s'appuyant sur le peuple. Le peuple qui a sorti de Chavez des griffes des golpistes, des gens qui ont fait les coups d'État. Ça, c'est aussi une première. C'est sans précédent, une histoire pareille. Les gens qui descendent des quartiers pour renverser un coup d'État. Et là, dans le référendum, la bataille, c'est mobiliser la population. Et ça a abouti à l'inscription de 2 millions de personnes qui ne s'étaient jamais inscrites sur les listes électorales. Ils gagnent les élections, le référendum. Une joie immense. Derrière arrivent les élections. Dans les élections, toute la Contra, toute variété réunie, passe son temps à expliquer que ce n'est pas démocratique, que ci, que là.
il y avait au moins 150 observateurs de l'Union européenne. Je ne sais combien de la Fondation Carter. La terre entière a rappliqué pour venir voir à quel point les chavistes étaient déshonorants, blablabla. On va vers la fin de l'élection, ils refont une liste comme ça pour dire que c'est pas démocratique. Le pouvoir prend la liste et dit bon ben ça, on le fait. On le fait. Eh bien l'opposition se retire des élections. Vous entendez? Il n'y a plus d'opposition dans l'élection. Naturellement, ils ne peuvent pas être élus. Personne leur a dit de se retirer. Les observateurs de l'Union européenne, et puis pas détendre, hein. Comment il s'appelle le zouave là, de l'OTAN, l'espagnol, hein? Solana, qui était à l'OTAN. Et de l'autre côté, la Fondation Carter, c'est quand même pas des bolcheviks. Ils disent que les élections sont déroulées normalement. Elles ont lieu normalement. Le parti au pouvoir gagne. Que fait la droite? Elle reproche le régime de l'Assemblée du parti unique. C'est eux-mêmes qui ont créé la situation. Mais maintenant, c'est un argument. On me dit, vous trouvez normal, monsieur le sénateur, un pays dans lequel il n'y a qu'un seul parti qui est à l'Assemblée nationale? Si vous ne le savez pas, vous dites, ah bah oui, c'est un problème. C'est quoi cette histoire? Mais j'ai oublié de vous dire, mais c'est parce que nous, on n'a pas voulu être candidat. Voilà. Tous les coups sont permis. En Bolivie, le pouvoir a un mois. Et dans la presse, il est marqué, le pouvoir est enlisé, il n'a rien fait. Un mois. Vous avez, le pouvoir se préoccupe d'inscrire les gens sur les listes électorales. Il y en a qui m'ont déjà lu, donc ils sauront de quoi je parle. Donc, de faire exister civiquement les gens. On découvre qu'ils n'ont pas de papier. 2 millions de personnes n'ont pas de papier. Et moi, sur le moment, je parlais avec Ramon Quintana, et je me dis, bon, ouais, c'est emmerdant, pas de papier. Et il me dit, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, pas de papier? Ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas être rendu propriétaire de votre lopin. Vous ne pouvez pas être rendu propriétaire de la maison que vous avez construite si on vous la donne. Vous ne pouvez pas protester. Vous ne pouvez pas rester en justice. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'existez pas. Dans un pays où il a fallu attendre 1952 pour que les Indiens aient le droit de voter, qui représente quand même plus du 70% de la population, c'est un problème. Donc Morales essaye de trouver le moyen. Le Venezuela paye la campagne. Il dit, nous, on va vous donner les sous pour le faire. La presse, au bout d'un mois de pouvoir, fait des titres comme ça sur le thème. Le nouveau pouvoir veut donner l'état civil aux Vénézuéliens, qui vont garder des copies de l'état civil bolivien. Vous voyez, vous avez le cruel Vénézuélien dans son bureau qui contemple une liste de 2 millions de personnes. Et moi, je réalise, je me dis, mais ces gens, avant, ça les intéressait même pas de savoir qui c'était. Il y a 2 millions de personnes qui sont moins connues dans leur propre pays qu'un poulet laiton dans un magasin grec. Puisque chez nous, il y a la traçabilité. Et ça dérangeait personne. Et quand on règle le problème, alors là, ça leur pose un problème que les Vénézuéliens sachent de qui habite en Bolivie. Voilà. Par conséquent, comme tous les coups sont permis, la réplique est un point d'appui. Chavez n'a jamais contourné la haine de classe qui se déverse contre lui. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur des hommes, ni qu'il faut faire du chavisme en France. Je dis ce que j'ai observé dans un processus révolutionnaire. On dit il est présent 20 heures à la télé. Eh bien, elle a raison. Vous savez comment il fait? Pour les emmerder, hein, il n'y a que ça à faire. Il y a un truc qui s'appelle cadena, c'est-à-dire on décide que toutes les chaînes doivent transmettre le discours du président. Comme toutes ces télés se déversent de haine sur lui, il y a cadena je ne sais combien de fois par semaine. D'accord? Et donc, je ne sais combien de fois par semaine, pendant 2 heures, 3 heures, les télévisions sont obligées de se taper ce que fait le pouvoir. Naturellement, il y a la contre-offensive médiatique, celle-là, je n'en ai pas parlé, peut-être que vous m'interrogerez là-dessus. Comment nos amis font pour mener la lutte culturelle? Alors, j'ai évoqué la haine de classe, la réplique que je viens de vous dire. Les médias, il y a une réplique médiatique, c'est-à-dire qu'on a commencé à construire des médias d'autoproduction de l'information par les acteurs de l'information. C'est-à-dire non pas par les journalistes, mais par les gens qui font l'information, c'est-à-dire ceux qui font quelque chose. Et j'ai vu des ateliers de formation à Télévivé d'ouvriers, de paysans, de jeunes qui viennent apprendre à manier les outils pour produire les émissions qui vont passer sur les chaînes libres. Là, pour le coup, elles sont vraiment libres. J'ai dit la lutte jusqu'au bout, et bien nos camarades ne mollissent pas. Voilà. Quand la Contra a fait le putsch, après ça, ils ont fait la grève de la production. Ils ont eux-mêmes désorganisé la production, en essayant d'affamer les quartiers populaires par-dessus le marché. Le seul résultat qu'ils ont obtenu,
c'est que les quartiers populaires sont passés à un niveau supérieur d'organisation en matière d'auto-approvisionnement. Mais quand ils ont fait ça, évidemment, ils ont jeté dans la bataille toutes les forces qu'ils avaient, et on a vu des employés de la compagnie du pétrole décider qu'ils ne venaient plus au boulot du tout, tant que c'était ce pouvoir-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ils ont fait la seule chose raisonnable. Ils leur ont envoyé une lettre, et ils leur ont dit, vous avez 24 heures pour revenir, sinon on vous fout dehors. Et les autres se sont dit, ils n'oseront pas. Et les ont foutus dehors. Ils en ont mis 18 000 dehors. Vous entendez, les amis? 18 000 dehors. Alors évidemment, il y a eu un petit problème de production juste derrière. Mais pas tant que ça. Et qui a été vite rattrapé. Par conséquent, on a au passage découvert au moins 10 000 parasites. C'est-à-dire des gens qui ne produisent rien, qui ne font rien, à part donner des conseils et des ordres aux autres. Et voilà comment la lutte est menée jusqu'au bout, et c'est au point que naturellement, à partir de là, l'adversaire comprend qu'il a intérêt à réintégrer la règle du jeu. De quelle règle du jeu on parle? De quelle règle du jeu? La démocratie. Participer aux élections, avoir un programme, convaincre la masse des gens qu'on va faire quelque chose pour eux. Voilà. Dans les deux cas, il ne leur a pas demandé autre chose, en dépit de leur mauvaise foi permanente. Bon, j'ai essayé de faire le tour. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ça. Première caractéristique, implication populaire. Caractéristique qui va avec, implication populaire du très grand nombre. Pas seulement des belles personnes et de leurs amis. Le très grand nombre. Deuxième caractéristique, reconquête de la richesse nationale, rétablissement de la souveraineté sur la richesse nationale. Troisième, refondation de l'État. Voilà cette étape. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais c'est la première fois que je fais cet exposé. La prochaine fois, il sera un peu plus bref. Et j'espère que vous en aurez tiré du grain à moudre pour nos propres aventures ici. Merci. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, effectivement, il y a du grain à moudre. Et